nous allons devoir refaire ce même exercice tout à l'heure au plan économique et bien dans d'autres registres, bien évidemment. Je vous conviais au deuxième panel, où nous allons devoir aborder la politique et la culture. Le Bénin, 63 ans après, que retenir? L'exercice, je vous l'ai dit à l'entame, sera fait par deux universitaires. Laurent Delors-Faton, expert en communication politique, il va nous rejoindre dans quelques petites minutes. Et bien évidemment, le docteur Joël Kofi Akalogou, expert et spécialiste en culture, tourisme et développement au Bénin. C'est avec lui justement que nous ouvrons ce deuxième et dernier panel pour revisiter l'histoire de la culture, du tourisme, du patrimoine béninois de 1960 à nos jours. Pourrons-nous vraiment tout en dire? Eh bien, la question reste posée, mais on va s'y essayer avec lui. Bonjour, docteur. Bonjour, cher journaliste. Oui, c'est vrai que une heure ne suffirait vraiment pas, vous connaissant, à nous abreuver du pactole de connaissances au plan culturel, touristique et patrimonial. Mais démarrons. Que retenir du Bénin de 1960 à ce jour? Et là, d'entrée, je dis une bonne fête à tout le staff technique de la radio. Mais bonne fête à vous aussi. Du Cotonou, et à tous les Béninoises et Béninois. Et d'entrée, faisons un peu brièvement l'état des lieux en matière du tourisme, parce que c'est d'abord ça qui me caractérise. La période de 1960 à nos jours, je l'ai subdivisée en 3 phases. Bien évidemment. Et vous allez remarquer que de 60 à 72 constitue la première phase. La phase où le Bénin se cherchait encore et le Bénin a été qualifié de pays... Là, d'abord, l'enfant malade de l'Afrique. L'enfant malade de l'Afrique, que vous le savez bien. Pour avoir excellé en putsch. Voilà. Et de 112 maintenant à 90, où nous avons connu encore le second. Un événement sensible aussi. Où le Bénin a opté pour le socialisme. Et la troisième phase maintenant, c'est de 90 à nos jours. En 2023. Nous avons opté pour le multipartisme. Alors, d'entrée, vous allez remarquer quand même que... Le multipartisme réformé. Encore. Ce que je qualifie, c'est vrai qu'au départ, nous n'avons pas la culture, la culture du tourisme. Oui. Parce que juste après, avant les indépendances, le Bénin était assujetti quand même à l'hégémonie française. Oui. Et à partir de cet instant, le colon ne nous avait pas tellement permis de mieux comprendre à fond et de développer notre propre culture, parce que le royaume de Dahomey... Est-ce un rôle dévolu aux colons? Bien sûr, parce que là, si je place notre pays dans un contexte régional par rapport aux Ivoiriens, à la Côte d'Ivoire, aux Sénégalais qu'on sort, nous avons amorcé beaucoup de choses, mais nous n'avons pas eu gain de cause en matière du tourisme et du développement. Parce que là, d'entrée, je m'en vais vous dire, le Bénin a connu son premier ministère du tourisme le 29 décembre 1960. Ah oui? Qui a été confié, la gestion bien sûr, a été dirigée de main de par le ministre Paul Dabou et placé sur la supervision du commerce et de l'économie. Aussi, vous allez comprendre, 3 ans plus tard, le 11 septembre 1963, le ministère a changé de main, de nom, et se retrouve dans les escarcelles du secrétaire d'État délégué à la présidence de la République, chargé de l'information par le feu professeur Jean Plia. Le 28 octobre 1963, sous la convenance du colonel Soglo,
Le ministère du Tourisme se retrouve encore à nouveau avec la justice, affaires étrangères, travaux publics, postes, télécommunications, transport, sous l'égide du ministre d'État Hubert Maga. Le 13 novembre 1963, le même ministère du Tourisme est détaché des affaires étrangères et est confié à M. Taïrou Kongagou. Vous allez remarquer encore le 25 janvier 1964. Oui. Son Excellence, le président M. Soro Migan Apiti, Oui. prend en charge le ministère, a créé le ministère de la Culture, a vu le jour, et annule maintenant l'acteur de l'éducation nationale, et c'est M. Roger Adjovi qui a pris la reine. Le 27 septembre 1965, le tourisme, toujours avec le ministre, la jeunesse et les sports. Oui. Le 1er décembre 1965, le ministère est détaché maintenant et est confié à M. Emmanuel Tétégan, en association avec transport, travaux publics, économie et développement rural. Oui, mais le domaine de la culture n'est pas le seul à connaître ce nomadisme au plan de la gestion de la chose. Oui, une manière de vous dire, parce qu'aujourd'hui nous sommes fiers de ce régime actuel qui met tellement l'accent sur le tourisme, et d'ailleurs à voir quand même l'historique. On a vu d'autres ministères sensibles au pays qui ont disparu. Hein. Bien sûr. Mais aujourd'hui, pourquoi nous mettons plus l'accent sur le tourisme? Et tout le monde, qu'on soit de n'importe quel bord aujourd'hui, tout le monde s'affaire à être spécialiste en tourisme, simplement parce que, quoi qu'on dise, ça devient la première industrie mondiale. Ah oui? C'est vous qui nous la prenez. Bien sûr. Et à partir de cet instant, vous allez voir ce rétropédalage. Depuis 1960 jusqu'à nos jours, le Bénin n'a pas su adopter, capitaliser tous les acquis en matière du tourisme, simplement parce que nous avons oublié que le tourisme a pour fondement la culture. Et avec autant d'ethnies que nous avons, près de 50 ethnies que nous avons au Bénin, chaque ethnie relève d'une histoire, d'un royaume. Et il va falloir normalement à ce que, pour avancer, le Bénin devait normalement adopter un aspect purement méthodologique, une démarche méthodologique, comprenant d'où nous devons normalement partir. Parce que vous allez voir, la Côte d'Ivoire a connu son premier ministère du tourisme en 1970. Bien après nous. Bien après nous. Et l'a confié directement à un ministère d'État. Ah oui. Bien sûr. Et le Sénégal l'a confié aussitôt, encore, si j'ai encore une bonne mémoire, a créé un office du tourisme de la République du Sénégal en 1960. Et à voir encore aujourd'hui le classement de ces pays qui émergent en matière du tourisme dans notre sous-région, au plan régional. Je ne veux même pas aller au plan continental, ni au plan mondial. Vous allez voir, le Bénin est encore en dessous des effets escomptés par rapport à ce que ces pays-là engendrent aujourd'hui comme flux touristique dans leur pays. D'où aujourd'hui, je dis bravo à ce gouvernement qui a compris, au président Talon, qui a compris quand même l'enjeu capital, qu'il faut mettre l'accent sur notre culture, aller vers maintenant le développement touristique pour enclencher maintenant un développement économique pour notre pays. Restons toujours à cette première période, dans cette première période de 60 à 72. Oui. Vous l'avez dit, au-delà de la pluralité, de la série de changements qu'ont connus les différents ministères de tourisme, de culture et autres, quels acquis pour cette période? Non, en réalité, je qualifie cette période de polyphasie touristique. C'est-à-dire, à un moment donné, il y avait un antagonisme au niveau des pensées, des connaissances, même jusqu'à nos jours,
où les gens ne comprenaient réellement pas la démarche qu'il fallait adopter pour aller de l'avant. Pourquoi? Simplement parce que notre pays au départ était considéré comme un pays entrepôt. Pour le colonisateur, c'est-à-dire le Bénin serait normalement l'issue par lequel va prendre maintenant les marchandises et aller vers l'Interland. Contrairement en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, où vous allez même voir le plan d'urbanisation imposé dans ces pays-là, a les mêmes caractéristiques que... Oui, mais docteur Akalogou, le dire ainsi, n'est-ce pas réducteur vis-à-vis de ces nombreux cadres qui ont animé la vie politique et culturelle dans cette période de 60 à 72? Oui, vous savez, on n'avait pas autant émergé de 60 en 1972. Pire encore, c'est le colonisateur qui nous a donné envie de connaître ce que devrait être un attrait touristique. C'est le colonisateur qui a désigné que Granville devrait être appelé Venise de l'Afrique. Mais nous n'avons pas cherché à comprendre, à faire une analyse, une approche comparative et voir la Venise en Italie par rapport à la Venise qui est qualifiée ici de Granville. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour ajuster les trucs? Moi, j'ai eu la chance quand même. J'avais suivi les Tropicana, les Togolais qui ont profité de notre Granville. Ils vendaient à partir de forfaits touristiques, des touristes qui descendent à Lomé et on les fait venir maintenant visiter Granville, tout et tout. Mais nous n'avons pas compris parce que le Bénin a mis toujours sur le champ politique. Nous avons toujours privilégié dans notre pays la politique. Et là, on a plus la culture politique qui est basée sur l'ethnisation à outrance. Simplement parce qu'il y avait des clans au niveau des royaumes, tel qui est contre peut-être le royaume de Dahomey, le royaume de Dahomey qui a combattu le royaume de Doyor, le royaume de Doyor qui combat le royaume de Robonou. Nous sommes trop figés dans cette ethnicité qui ne dit pas son nom. Le régionalisme à outrance qui fait qu'à un moment donné, nous ne voyons pas un autre champ d'ouverture pour notre propre développement. Et là, ça pose problème. Mais ça dit que pendant cette belle période de 60 à 72, rien n'a été fait au plan culturel, touristique et patrimonial au Bénin? Non, en fait, les ministères l'étaient de nom. La période là, une période... Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai dit. On nous a toujours traité de l'enfant malade de l'Afrique. Oui, au plan politique. Cette instabilité. Je vous ai donné des exemples tout à l'heure ici. Oui, allez-y. On change une dénomination d'un ministère d'un mois à un autre, d'un lieu à un autre. À un moment donné, ça pose énormément de problèmes. Et tout le monde se cherchait parce que là, on a parlé des 3 mousquetaires dans ce pays. Où tout le monde veut être chef, tout le monde veut être président, tout le monde veut être directeur, tout le monde veut être ministre. Et on a dû gérer à 3. Oui. Ça pose énormément de problèmes. Et la stabilité a commencé visiblement à partir de 1972, avec l'avènement du général Mathieu Kérékou au pouvoir, où la fréquentation des coups d'État qu'on observait ne s'observait plus tellement de 1972 jusqu'à 1990. En conséquence, le socialisme aussi a voulu aborder quand même quelques pans culturels et touristiques. Et c'est là où on a commencé par avoir un peu de stabilité en matière de culture et de tourisme dans notre pays. Parce que de 60 à 72, je vous dis simplement, ça... Je voudrais me permettre de vous le concéder. De 72 à 90, vous allez remarquer que là, il y a eu plus de stabilité. Mais ce que j'aimerais quand même dire, c'est quoi? C'est que vous ne pouvez pas parler de la culture, du tourisme et du développement sans se référer à l'histoire. Et quels sont les attraits aujourd'hui qui sont plus visibles? La période de 60 à 72 a laissé des attraits culturels. Et ces attraits, la majeure partie de ces attraits, pour moi, relèvent plus des bâtiments coloniaux.
des vestiges historiques issus de nos royaumes. Mais de 72 à 90, la période révolutionnaire a transformé ces bâtiments coloniaux, où aujourd'hui, vous allez voir les deux villes cosmopolites de notre pays à travers Ouida et Porto Novo. On remarque plus des bâtiments afro-brésiliens, des forts portugais aujourd'hui qui ont... De ces reliques héritées de la colonisation, des colons. Ça caractérise plus. Et normalement, nous ne devons pas aller vers le tourisme ou vers le développement culturel d'un pays en laissant de côté ces vestiges qui, plus ou moins, caractérisent une période à une autre dans notre pays. On devait normalement avoir, parce qu'on n'a pas appris, on n'a pas, comme je vous l'ai déjà dit, nous n'avons pas eu l'idée. Je rends encore hommage à ce gouvernement qui vient de mettre fin à la pagaille qui s'observe au niveau de la vente des ferrailles dans notre pays, parce que ça aurait été... Bon, c'est vrai, sous d'autres cieux... Vous voulez dire que c'est aussi contributeur du Bien tourisme. sûr, parce qu'on a beaucoup de patrimoine, beaucoup de vestiges qu'on pouvait garder et le montrer à la génération future. C'est aussi ça la culture. La culture, si vous ne le gardez pas, aujourd'hui, il y a tellement de choses que moi, on n'en a plus tellement, on ne le voit plus tellement sur le marché. Imaginez un peu un 25 décembre ou un 24 décembre où on coupait quand même les papayes et on mettait... On a une autre pratique culturelle. Il y a tellement de choses, les P50 que nous conduisons avant, les vélos que nous avons, les moulins, ainsi de suite. Et on est en train de perdre notre... Et tous ces vestiges-là qui peuvent être caractérisés comme patrimoine aujourd'hui dans notre pays ou qui peut alimenter des musées dans notre pays. Sont transformés en Gampo Blé-Blé. Gampo Blé-Blé. Et au même moment, les pays qui émergent en matière du tourisme, c'est voilà des vestiges qui nous vendent à chaque période parce qu'ils ont toujours l'habitude de garder le minimum à leur niveau. C'est-à-dire que l'éducation patrimoniale qu'on devait normalement avoir, qui devait normalement faire partie de notre propre culture, nous ne l'avons pas. En conséquence... La partie discutable de cet aspect, c'est que si on contenait tout cet ensemble de ferrailles aussi au pays, ça serait Ah non, aussi... c'est pas tout. Mais à un moment donné, si chaque clan arrivait à jouer sa partition, on n'en serait pas là. Parce qu'il fallait quand même observer ce qui caractérise chaque période dans notre existence sur Terre. Et que ce soit les géographes, que ce soit les historiens, que ce soit les culturalistes ou les archéologues, chacun normalement devait jouer sa partition pour ne pas empiéter sur le développement de notre nation. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que là, si on avait réellement de vrais spécialistes dans ce domaine, chacun normalement devait tirer le drap de son côté. La même preuve que la muséologie au Bénin pose problème. Si nous rentrons dans nos musées, il y a tellement de choses que nous ne voyons plus. Parce que tout a été d'abord dérobé à partir de la guerre pendant la période coloniale. Où le gouvernement actuel s'y est mis. Restons toujours au niveau de cette deuxième période, 72 à 90. Vous allez voir encore des vestiges, comme je parle des périodes. C'est vrai que des gens sont en train d'effacer tous les vestiges caractérisant quand même la période révolutionnaire. Mais c'est inadmissible. Parce que voilà une période que je lie au tourisme mémoriel de notre pays. Si je prends... Pourquoi pensez-vous qu'on essaie de supprimer? Oui, parce que bon, c'est mon avis. C'est l'analyse que... Il y a encore la place de souvenir qui n'a pas été... réformé encore. Place des Martyrs d'antan devenue place de souvenir. Donc, oui. Ça participe des traces, des reliques de cette période. Qui nous enseigne encore ces histoires-là et où on enseigne aujourd'hui à nos jeunes aujourd'hui à l'école. Imaginez un peu, monsieur le journaliste, au moment où on fréquentait, on connaissait par cœur les héros de notre pays.
On parlait de Kaba, Biokera, Péanzin et sais-je encore. On faisait des activités récréatives où à un moment donné, quand même, ça nous donnait, on maîtrisait l'histoire de notre pays. Oui, oui. Mais aujourd'hui, imaginez un instant, avec tout ce que nous vivons, vous demandez même à un jeune, à un enfant aujourd'hui de CM2, même au collège, même jusqu'en terminale, de vous dire où se trouve la place des martyrs ou devenue place de souvenirs. Il n'en sait rien. Il est incapable de vous parler de la prison de Sémoinan. Il est incapable de vous parler de la place Lénine. À un moment donné, vous ne pouvez pas être dans un pays où la cartographie culturelle qui devait normalement jouer... Ce n'est pas pour disculper ces élèves que vous évoquez, hein, ces types d'élèves que vous évoquez, mais si on ne leur a pas enseigné en son temps, et que vous savez quelle est notre propension à garder la distance avec les bibliothèques, eh bien, il n'y a pas de magie. Hein. Combien de bibliothèques encore gardent ces souvenirs? C'est ça aussi, parce que chacun de nous devait jouer sa partition. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, le gouvernement met plus l'accent sur le développement du tourisme et de la culture. Mais vous ne pouvez pas aller vers le développement du tourisme sans passer par les vestiges, sans passer par l'histoire de votre pays. C'est impossible. Vous allez en France, tout est gardé jalousement. La belle preuve que vous allez voir la cathédrale Notre-Dame de Lourdes, qui a été en temps consumée par le parti en fumée, mais qui est en train d'être reconstruite à l'identique. Et là, je félicite encore le même gouvernement de chercher à reconstruire Ouida à l'identique. Parce que si aujourd'hui le Sénégal est devenu une destination phare en matière du tourisme mémoriel à travers l'île de Gorée, c'est parce qu'à un moment donné, on a eu un conservateur au nom de Joseph Ndiaye qui jouait tout son apport, tout son rôle important au niveau, sur la place, au niveau de l'île de Gorée. Et ils ont gardé l'île de Gorée à l'identique, qui a connu quand même toutes les célébrités de ce monde. Comme à l'image de Michael Jackson, Billy Clinton, tous les présidents américains visitaient l'île de Gorée. Alors le gouvernement en place a quand même vu juste de rebâtir, de reconstruire Gambier et Ouida à l'identique. Chaque commune devait le faire ainsi. Chaque maire devait avoir une telle vision en matière de pouvoir reconstruire et de garder à l'identique nos places historiques, nos vestiges, nos places archéologiques à l'identique, pour mieux que cela puisse servir à jouer un rôle important dans l'éducation patrimoniale pour la génération montante. Alors, je reviens encore à la période. C'est tout aussi beau, votre développement, mais cela, votre développement suscite autant de polémiques que je me garde au fait de vous sortir de votre registre. Oui, pas qui? Parce que vous évoquez tout à l'heure les maires, et je voulais vous demander si c'est les maires actuels ou les maires d'alors. Enfin, c'est une polémique. Depuis qu'on a commencé... Non, là aussi, peut-être, comme je l'ai toujours dit sur d'autres sujets, sur d'autres plateaux, nous avons amorcé des réformes dans notre pays sans connaître, sans avoir une vision prospectiviste. C'est ce que je me refusais de faire, au fait. Sans avoir une vision prospectiviste pour dire, savoir peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce que cela allait générer. Voilà aussi les conséquences des réformes. Oui, ainsi. Voilà. 72-90, on poursuit. 72 maintenant à 90, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de vestiges qu'on devait normalement sauvegarder et pouvoir identifier. Parce que, comme je l'ai dit, de 60 à 80 de nos jours, avec les 3 différentes périodes, qu'est-ce qui devait être normalement fait pour que nous puissions distinguer, identifier le type de tourisme, le type de management culturel normalement qu'il faut pour notre pays. Alors, de 72 à 90, comme je l'ai dit, nous avons connu une période assez douloureuse. Assez douloureuse, qui a été gérée par main de maître par le général Mathieu Kérékou, paix à son âme. Et là, il a laissé assez de vestiges. Mais de 90 à nos jours, le Bénin a amorcé avec la phase démocratique, où aujourd'hui, on a connu l'avènement, le passage du président Soglo, après Kérékou II, après Yaïboni, et enfin maintenant le président Talon.
c'est de 90, juste après le passage du président Soglo, où vous allez connaître, voilà un régime qui a amené les Béninois à commencer par s'acclimater avec leur propre culture, et il nous replonge avec, ce gouvernement nous a replongé avec l'histoire de Ouida 92 dans ce pays. Ça a été beau, ça a été très intéressant, et ça, si on avait continué ainsi, ça allait quand même nous permettre d'amorcer le pan du développement culturel et touristique dans notre pays. Mais aussitôt, comme il y avait eu des clans, parce que voilà, vous ne pouvez pas parler du développement culturel, touristique de ce pays sans aller vers les vestiges du vaudou, sans qu'on ne parle du vaudou. Tous nos royaumes ont eu leur aisance dans cette culture-là. Et aussitôt après le départ du président Soglo, tout ce qui a été fait et presque ont été, je ne dirais pas saccagés, mais plus ou moins ostracisés, rangés aux oubliettes. Passé aux oubliettes. Je me rappelle encore de cette statue de Vodou Sagbata qui a été placée au niveau de Sika Toyota, que la nuit qui tournait, qui fascinait tout le monde au port autonome de Cotonou avec l'emblème peut-être de la sirène, et ainsi de suite. Vous n'êtes pas à savoir que nous sommes un État laïque et que le nom Sakpatasi ou la laïcité ou les noms Sakpataphiles aussi vont se sentir. La laïcité ne veut pas dire de détruire. Si on pouvait détruire autant, tous les pays sont plus ou moins laïques. Et les meilleurs pays aujourd'hui, les meilleures destinations aujourd'hui au monde touristique ont su toujours garder ce qui leur est très important. Si la laïcité avait empêché la France de devenir une destination touristique, la France n'allait jamais dérober tout ce qui est vaudouisant dans notre pays, tous les objets sacrés issus de nos palais royaux, ainsi de suite, et les conserver jalousement dans les meilleurs musées aujourd'hui, comme Quai Branly. Pas que conserver, monétiser. musée de l'homme, ainsi de suite. Et on a supplié la France presque avec la diplomatie agissante menée main de maître par le président Talon, avant sur plus de 10 000 objets dérobés dans le royaume de Dan-Robin. Et sur toute l'étendue du territoire, on nous a concédé encore 26. Qui font la fierté aujourd'hui de notre pays. C'est pour vous dire en fait que ce n'est pas la laïcité qui va permettre à chacun de détruire ce dans quoi notre marque identitaire. Vous évoquiez tantôt ces objets qui nous sont ramenés de l'autre côté de la Méditerranée. Vous savez, j'ai l'impression que ce n'est qu'un pan, que ce n'est qu'une première étape. De cette volonté du gouvernement de Patrice Talon, parce que depuis 1889, si j'ai la date juste, pourquoi ne pas enclencher une autre négociation dans ce sens, pour voir si quelque chose ne pourra pas nous être restitué dans ce capital, je dirais, formidable, engrangé par le pays colonisateur. Voilà un président, quoi qu'on dise, a une vision prospectiviste. Et si vous ne faites pas attention, vous ne pouvez pas le comprendre assez tôt. L'arrivée de ces 26 œuvres d'art constitue, c'est vrai, la première démarche. Et il n'est pas dit quand même c'est pas le gouvernement de Talon qui fera tout. Mais il a déjà donné. Il a donné la démarche. Il a donné déjà la manière. Et tous les gouvernants qui vont se succéder à ce monsieur, je ne pense pas que contre toi de la mouvance ou de l'opposition, je ne crois pas qu'on pourrait encore mettre fin à la démarche, à cette dynamique. À cette dynamique-là. Parce que là, c'est un processus. Si nous voulons parler de la muséologie dans notre pays, nous avons besoin alors de négocier avec la France et procéder au retour de nos valeureuses œuvres d'art. D'une part, et de savoir aussi créer des écoles des beaux-arts afin de permettre à nos artistes, à nos artisans d'aller à l'école de la restitution de notre marque identitaire. Et c'est capital.
Parce que ces 26 œuvres d'art qui sont venues, je l'ai déjà dit, sur une autre chaîne concurrente à vous, au moment où ces œuvres étaient venues, vous ne pouvez pas, au-delà de leur caractère historique et artisanal, Oui. ces œuvres d'art relèvent des différents types de tourisme. Non seulement le tourisme culturel et historique, Oui. le tourisme naturel, parce que les bois qui ont servi à les façonner, à les fabriquer, ça c'est la nature, c'est l'environnement. Vous avez les œuvres, ces œuvres d'art relèvent du tourisme mémoriel, parce que ces œuvres ont été dérobées pendant la période guerrière coloniale, où il y avait une bataille, on sait encore, tourisme mémoriel. Ces œuvres d'art relèvent du tourisme de loisirs, pour ceux qui ne veulent pas parler de l'histoire ni de mémoire. Très bien. En conséquence, c'est une chance pour nous de les avoir, même si c'est peu, C'est déjà un bon début. pour le début de la valorisation ou de la revalorisation de notre muséologie au Bénin. C'est capital. Je rappelle aux amis auditeurs que cette émission spéciale leur fera tout à l'heure le point des manifestations officielles, puisque Di Corel Seonjo est positionné sur place en son temps. Nous aurons à le recevoir dans cette tribune et il pourra nous dire l'atmosphère qui prévaut de l'autre côté. 10h45, c'est l'heure prévue pour le dépôt de gerbes au monument au dévoué. À 11h00, l'heure prévue pour le défilé militaire et paramilitaire. Mais en attendant, on continue de scruter différents domaines, différents panels à travers cette émission spéciale qui reçoit le docteur Akalogou, avec qui nous revisitons le patrimoine culturel et touristique du Bénin de 1960 à ce jour. Nous allons refaire le même exercice tout à l'heure avec Laurent, le docteur maître assistant des universités de Kamès, Laurent Delors-Faton, qui lira pour nous les grandes réformes politiques de 60 à ce jour. Docteur, on poursuit. Comme je l'ai déjà dit, c'est la période de 90 à nos jours. Et c'est à partir de cette période-là que je m'attendais à ce qu'on redéfinisse les quatre. Parce que si vous voyez un peu, à partir d'une étude comparative avec les autres pays, comme je vous ai dit, avec nos concurrents directs, Oui. vous allez comprendre qu'ils ont classifié leur ville comme en Europe. Vous parlez des petites villes, les villes moyennes et des grandes villes. Ce que le Bénin n'a pas su faire. Vous le pensez? C'est maintenant qu'on est en train de vouloir adopter une typologie de quartier ou de ville. Vous allez voir aujourd'hui à Cotonou, comme je le vois. Toutes les villes au Bénin n'ont pas les mêmes statuts, docteur, vous le savez. Je ne vous apprends rien. Oui, ce n'est pas les mêmes statuts, mais c'est à nous de savoir les adopter. On n'a pas attendu l'autre pour nous l'apprendre. Non, pas du tout. Mais malgré ça, on a un véritable plan d'urbanisation qui frappe notre pays. Aussitôt avec l'avènement de ce régime, à partir de 2016, le président a adopté en même temps la notion ou bien le concept d'alphatage. Ça a été difficile pour les uns et les autres. Vous avez vu avec la stratégie avec laquelle le gouvernement a mené le déguerpissement de la berge lagunaire. De manière un peu militaire et cavalière. Mais parce qu'on n'a pas le choix. Tous les gouvernements ont échoué. À un moment donné, si vous voyez la manière dont notre ville, le plan d'urbanisation de notre ville, ça pose énormément de problèmes. Aujourd'hui, comme j'ai mes étudiants la fois dernière... Mais ce n'est pas sous ce régime non plus que Cotonou a été tracé, que les rues, les vents ont été créés. Malgré ça, malgré ça, nous avons privilégié le champ politique au détriment du champ... Non, si l'incivisme a conduit certains cadres à vendre rues et ruelles, ça n'est pas à la titre. Parce qu'ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez encore, excusez-moi de peu,
là où ça va se passer aujourd'hui, avec l'urbanisation qui a été faite. En matière du tourisme, on parle des ressources secondaires et complémentaires. Super. Là, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez se permettre de faire vos besoins au bord d'une route? Non, je n'en crois pas un Béninois aussi culotté, aussi courageux. C'est plus facile pour nous si je rentre dans la zone de Tantokpa, dans la zone de Fifadi et consorts. Oui. Parce que, mais avant que le gouvernement Talon ne fasse ça, ne réhabilite quand même ce boulevard-là, on prenait du plaisir à le faire facilement. C'est plus ou moins derrière même le port de Cotonou, c'est plus ou moins un champ ghettoisé. Mais aujourd'hui, est-ce que vous, même en mangeant même de cacahuètes, est-ce que vous pouvez laisser un sachet tomber par terre? En Allemagne, moi, personne ne m'a enseigné qu'on ne peut pas faire pipi au bord d'une route avant que je ne me ressaisisse. Oui. Voilà, parce qu'à un moment donné, nous n'avons pas su adopter un plan d'urbanisation adéquat dans notre pays. Nous n'avons pas su distinguer et typoliser en réalité nos villes. Moi, je ne parlerai pas en termes de non-adoption de plan d'urbanisation, je parlerai plutôt du respect, de la mauvaise foi, de la mauvaise volonté des cadres. En dehors même de la mauvaise volonté, il faut avoir aussi une vision. Tout le monde n'a pas la même vision. Ce n'est pas la même chose. Et cela relève peut-être plus ou moins du système éducatif. Vous allez voir la bataille qui s'observe aujourd'hui où, même si on peut faire peut-être un cours de l'histoire, on devient spécialiste peut-être en aménagement. Ou on devient un spécialiste en tourisme, ou on devient un spécialiste en archéologie. On va faire un cours en archéologie, on devient spécialiste peut-être en génie civil. Simplement parce qu'à un moment donné, nous n'avons pas su adopter ce qu'il fallait faire de bon pour remettre chacun dans son norme. Et le gouvernement actuel est en train de le faire. Regardez, aujourd'hui, au niveau de Rêve Vivre et consorts, comment Rêve Vivre a été réhabilité. Ça donne le caractère d'une ville moderne. On a dit qu'on va décapiter les gens de Tantokpa. D'autres pensent que Tantokpa, c'est on peut faire circuit touristique à Tantokpa, les activités. Je dis non. Le tourisme ne se fait pas sur les ordures. Le tourisme ne se fait pas dans un milieu hostile à la santé. Ah oui. Il faut moderniser. Et pire, comme je parle des villes, si vous voyez peut-être les petites villes de 1972 à 1990, a compris cela. Avec le centre-ville de Cotonou où on parle de l'Étoile Rouge, la place des Martyrs, la place Lénine, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas concevoir des villes sans des monuments, sans des statues. Et pire, nous devons identifier des villes, nos communes historiques, et voir quels sont les éléments culturels importants qu'il fallait adopter pour leur propre développement. Ce n'est pas la manière dont Cotonou se développe que Abomey peut se développer, que Porte-Novo va se développer, que Alada va se développer, que Parakou va se développer, que Kandi va se développer. Chaque ville, chaque commune dans notre pays a une spécificité donnée. On va y revenir tout à l'heure. Vous allez nous faire l'exercice. On ne va pas parcourir, rassurez-vous, les 77. Pas du tout. Quelques 3-4 communes et vous allez faire des recommandations à ces autorités à la tête de ces différentes communes. Et on verra si vous serez écouté ou entendu. Docteur Akalogun, avant de poursuivre, dites-moi, selon vous, quels sont les éléments constitutifs du patrimoine culturel et touristique d'un pays? Les éléments constitutifs du patrimoine, comme je l'ai dit, le patrimoine d'abord est issu de quoi? Avant qu'on ne distingue la notion du patrimoine, qu'est-ce qu'il faut identifier d'abord avant qu'on aille vers la notion du patrimoine? Il faut d'abord identifier les attraits, que ce soit les attraits
culturels et naturels. Et ces attraits proviennent de quoi? Ces attraits proviennent des vestiges, des artefacts, des collections et consorts. Et où est-ce qu'on peut trouver ces attraits, ou ces vestiges, ces artefacts, ou ces collections? Oui. On les retrouve au sein des royaumes. Je m'explique. Je prends par exemple le royaume de Dahomey. Avant que le royaume de Dahomey ne naisse, ou ne soit créé, Oui. il a fallu, si vous lisez bien l'histoire des migrations, il a fallu l'installation des clans. Oui. Et on dit les clans à la Dahomey, ceux de Guédévi, Oui. ceux d'Oyo et consorts. L'installation de ces clans ont donné naissance à ce que j'appelle l'ethnie. Et le regroupement de ces ethnies maintenant a donné naissance à un royaume. Et en conséquence, ces royaumes maintenant ont laissé maintenant des attraits. Si je vais à Abomey, ce qui caractérise réellement au point de vue touristique ou culturel de tout le monde, c'est les palais royaux. Je vais à Savè, à Dassa, ce qui frappe tout individu en même temps, c'est les collines. Bien sûr. Je vais à Savalou, je vais rencontrer le royaume de Savalou. Ce qui me frappe, c'est les palais royaux de Savalou. Si je veux aller voir un identifiant, je vois un fond, un prince d'Abomey debout, ce qui le caractérise aujourd'hui, c'est la manière dont, que ce soit sa langue, il parle aussitôt le fond, je me retrouve à travers lui. On l'identifie à travers la langue, on l'identifie à travers son vêtement, les bonnets des rois, comment son attroupement, comment il s'habille, tout et tout. Je l'identifie à travers la culinaire. Eh oui. Son mania. Je rencontre aussitôt un monsieur, peut-être, un Yoruba. Aussitôt, je l'identifie à travers son attroupement, sa manière de s'habiller, sa manière de parler, sa manière de manger. Voilà tous ces éléments constitutifs qui devaient en principe nous permettre. Parce que nous devons aller vers l'identification, l'inventaire général de tous ces vestiges, de tous ces artefacts, de toutes ces collections pour mieux connaître notre patrimoine culturel et naturel de notre pays. Et chaque région est, comme je l'ai déjà dit et je l'ai commencé par aborder, chaque région ou chaque commune dans notre pays a un identifiant fort. Je prends la commune de Kétou. Vous avez les 2 portes sacrées à Kaba-Idena. Ça identifie ceux de Kétou. J'ai fait mes recherches au niveau de Kétou, tout et tout. Il y a d'énormes choses. Vous allez à Abomey, vous allez voir les fossés d'enceinte. Et ces fossés d'enceinte, vous allez voir les murailles que les rois d'Abomey avaient construites. Ces mêmes murailles se trouvent encore en quelques portions à Grenoble en France, qui est bien sauvegardée, bien entretenue, qui servent d'attrait touristique. Ça veut dire quoi? En réalité, avant qu'on aille d'abord au plan juridique, parce que pour identifier un patrimoine dans notre pays, il faut des démarches. Et voilà maintenant la démarche méthodologique. En matière du tourisme, comment nous identifions le patrimoine? Parce qu'il y a une différence entre le patrimoine vu par les gestionnaires du patrimoine ou les archéologues et le patrimoine touristique. Là où nous sommes aujourd'hui, la place de l'Amazone, la statue de l'Amazone constitue pour nous un patrimoine touristique. Mais avant qu'on aille vers l'identification d'un patrimoine, il faut constituer des équipes. Il faut qu'on ait d'abord des écologues. C'est eux qui nous renseignent en fait sur tout ce qui concerne la faune et la flore, la biodiversité. Et alors là, je fais un coucou au professeur Brice Sincé. Il faut voir maintenant les géographes,
pour l'identification des sites. Il faut aller vers maintenant des archéologues. Et je fais un coucou au professeur Nda Didier à l'université d'Abomey-Clavi. Il faut faire appel maintenant aux historiens. Il faut constituer d'abord l'équipe comme ça. Et c'est cette équipe maintenant qui va d'abord sur le terrain. Et l'équipe maintenant va sur le terrain. Cette équipe maintenant nous sort maintenant tout ce qui est lié à un royaume ou à l'existence de l'être humain dans un environnement. C'est après maintenant qu'on fait recours maintenant aux gestionnaires du patrimoine, aux juristes, parce que la loi aujourd'hui prévoit que tout objet qui a une vie de 50 ans au moins peut être considéré comme un patrimoine. En conséquence, il fallait analyser alors tout ce que vous venez de dénicher. Et maintenant, ces juristes, ces gestionnaires du patrimoine nous sortent maintenant ce qui peut être constitué réellement comme patrimoine du Bénin ou patrimoine national. Et c'est en ce moment maintenant qu'on part. On va faire maintenant appel aux aménagistes, aux architectes qui viennent et ce qu'on peut aménager, l'architecte patrimonial va voir. Et là, je fais un coucou à l'architecte M. Gonzalez, le docteur Gonzalez, pour voir réellement comment il faut aménager maintenant ce qui est fait et en faire maintenant désormais un produit touristique. Et c'est toute une démarche. Alors, il y a des gens qui se trompent souvent. Tout ce qu'on voit, on le qualifie de patrimoine. Peut-être de patrimoine vu par les géographes ou les gestionnaires du patrimoine, mais tout n'est pas un patrimoine touristique pour nous qui sommes spécialistes en matière du tourisme. Parce que ce qui est vu comme un patrimoine touristique par un géographe n'est pas vu par comme un patrimoine touristique par moi. Parce que moi, je ne suis pas allé vers le tourisme par la géographie. C'est différents prismes de lecture. C'est ça la réalité. Moi, je suis allé vers le tourisme par la culture. Parce que mon école doctorale est d'abord à un fondement culturel. Et si nous allons vers l'histoire du tourisme, il faut comprendre que le grand tour qui caractérise, qui a fait naître le tourisme dans le monde, les jeunes aristocrates, en son temps, et n'étaient pas partis parce qu'ils ont une vision géographique. Ils étaient partis parce que pour être un respecté, un civilisé, dans le giron, en ce moment, au moment où on parlait de l'aristocratie, en Grande-Bretagne, il fallait aller comprendre et analyser la culture d'autrui. Et c'est comme ça les jeunes aristocrates sont partis faire le grand tour à partir de Rome antique, ainsi de suite, où ils ont découvert les beaux-arts, ainsi de suite. Où c'est comme ça que le tourisme a vu le jour. Où tous les connects que j'appelle les auxiliaires touristiques, comme les agents de voyage qu'on sort, les hôtels qu'on sort, ont vu le jour. En conséquence, le tourisme n'a pas pour fondement la géographie, le tourisme a pour fondement la culture. Alors, nous ne pouvons pas voir, et comme la transversalité liée à cette discipline fait que bon, tout le monde en parle. Nous ne pouvons pas voir le tourisme de la même manière et le patrimoine aussi de la même manière. Voilà un peu ce que je peux dire. Et les patrimoines de notre pays doivent être encore plus dénichés. Parce que vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui le gouvernement a patrimonialisé les 26 œuvres d'art. Parce que ça relève du royaume. Ça a une antiquité où on peut comprendre, on peut lire le patrimoine. Le patrimoine nous sert à comprendre notre passé et nous projeter vers le futur. Et nous avons le devoir de garder jalousement nos ressources patrimoniales. Parce que c'est capital. Je m'en vais vous dire, la tenue que moi j'ai portée pour mes études, au moment où je faisais mes terrains, et je suis allé à Deunta, dans un non loin de Pokissa, où le bateau du général Dodd a échoué. Ça s'est déchiré.
Mais en fait, j'ai gardé ce jean-là jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi? Simplement parce que pour la génération montante, au moment où peut-être mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père faisait peut-être sa thèse de doctorat en tourisme, voilà ce qu'il a porté. Et c'est capital. Ah oui? Nous devons normalement apprendre. Pourquoi les joueurs, en finissant peut-être... À cette allure, vous risquez d'avoir une tonne d'amois ou bien... Oui, normalement, vous allez comprendre, si vous allez en Suède, dans certains pays, normalement, chaque famille devait normalement avoir un musée. Oui, allez-y. Chaque famille devrait en principe avoir un musée. Chaque famille devrait en principe avoir un musée. Je suis embêté de constater que même la présidence de la République n'a pas un musé. Je n'étais pas au pays au moment où le président... lui servirait ce musée? Je n'étais pas au pays au moment où le président Yahi Boni prêtait le serment. Mais il paraîtrait qu'il a porté une veste... une redingote à queue de pie. Ouais. Et là, normalement, on devait lui prendre cette veste-là et mettre ça au musée. Ah ouais? Vous allez voir au moment où le président Talon faisait quand même ça, prêtait le serment en 2016 avec sa voiture. J'ai oublié la marque. En principe, l'État béninois devait le rembourser et lui prendre la marque. Aujourd'hui, nous avons encore la nostalgie de voir les véhicules. Nous avons la nostalgie de voir en fait ou de revoir les 504 vitres teintées du président Kérékou. Oui. J'ai encore envie de revoir ça. On a la nostalgie de revoir ça. Les 504, les 505 que le président Kérékou avait utilisé en 1972. Nous avons la nostalgie de voir le col Mao du président Kérékou dans un musée. Et c'est comme ça que les villes se développent. Et je m'en vais vous dire, dans les grandes villes en Europe, vous allez comprendre, il y a des villes d'art. Il y a les métropoles d'affaires. Aujourd'hui, Paris et Londres sont considérés comme des métropoles en Europe. Vous avez des centres polyvalents. Rome, Madrid sont considérés comme des centres polyvalents en Europe. Vous avez des villes spécialisées. C'est capital pour nous. Vous avez des villes frontières. Vous avez les villes de pèlerinage. Aujourd'hui au Bénin, Sémé, là où les chrétiens célestes vont faire leur pèlerinage, devrait en principe être considéré comme ville de pèlerinage. Dassa devrait en principe être considéré comme ville de pèlerinage. Vous avez les villes de jeu, à l'image de Reno et Las Vegas, aux États-Unis. Vous avez Macao, en Chine, Hong Kong, qui sont des villes de jeu. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est comme ça qu'on développe un pays à partir des vestiges, à partir de son patrimoine. Parce que vous ne pouvez pas aller vers le développement culturel et touristique d'un pays en laissant de côté le patrimoine. Et ce n'est pas tout qui peut faire l'objet du patrimoine. Et comme je vous ai dit, c'est une démarche méthodologique qu'il faut respecter et identifier le patrimoine réel. Eh oui. Docteur Joël Kofi Akalogou, merci pour ces explications, pour ces précisions. Vous savez, c'est toujours mieux quand c'est le spécialiste qui en parle. Il a les thèmes qu'il faut. Je vous convie à un exercice. Oui, qu'on fera seulement pour 3 communes. Puisque vous avez voulu en parler, on ne va pas pouvoir le faire pour les 77. On attend votre recommandation au plan touristique, culturel, pour 3 à 4 communes, que cela soit un statut particulier ou non, hein, voilà, juste pour servir de leçon à ces cadres au plus haut niveau de ces communes, quitte à influencer quelque peu leurs décisions ou détours des conseils communaux et autres. Ce n'est qu'après ça que nous allons nous permettre d'offrir 5 à 10 minutes rigoureusement aux amis auditeurs afin de leur permettre de se prononcer à l'issue de cette
tranche spéciale consacrée à l'indépendance, au 63e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. Docteur. On ne peut pas parler du tourisme sans parler de la spécialisation. Et sans parler des spécificités qui caractérisent chaque commune. Avant que je ne commence ceci, nous avons fait un petit exercice de 1960 à nos jours. Mais imaginez que notre pays, dans son ensemble, est frappé par 3 grandes périodes. Nous avons la période précoloniale, nous avons la période coloniale et nous avons la période postcoloniale. Et en matière de période précoloniale, il fallait voir quels sont les identifiants de cette période précoloniale. Vous allez les palais royaux. La période coloniale est frappée par quoi? Et cette période précoloniale, aujourd'hui, vous allez voir Ouidah. Voilà une première commune que je ne vais pas revenir là-dessus parce que le gouvernement a déjà pris en charge ce qu'il fallait faire, le gouvernement est en train de faire. Et donner un exemple pour les autres communes. Prenez par exemple Ouidah. Ouidah aujourd'hui, qu'est-ce qui caractérise Ouidah? C'est le tourisme mémoriel lié à la route de l'esclave. Ce qui se fait déjà. Ce qui se fait déjà. D'accord. Mais cette route est partie d'où? D'accord, allez-y. Cette route caractérise la période précoloniale dans notre pays. Parce que la tête négrière, le conquérant. Et à partir de cet instant, c'est de voir en fait quels sont les démembrements que cela génère, puis toute cette route-là. Quelles sont les communes qui sont frappées par cette route et quels sont les différents sites. Parce que si on parle de tourisme mémoriel, on parle des caractéristiques du tourisme mémoriel et ces caractéristiques mettent en exergue des différents sites. Voilà. Quels sont les différents sites qu'on peut retrouver sur chaque route mémorielle depuis ce temps-là? Il y a des communes qui sont faites pour ça et nous allons revenir de plus ample sur ça. La période coloniale, vous allez voir, c'est une période... Aujourd'hui, on est en train de parler des Amazones. On est en train de parler aujourd'hui de l'autre statut au niveau de Bioguera. Bien sûr. Bioguera s'est démarqué avec les Amazones pendant la période coloniale. Il y a des communes aujourd'hui qui ont été marquées par la période, durement par la période coloniale. Et la période coloniale a commencé où? Quels sont les vestiges qui caractérisent cette période coloniale? Et enfin, nous avons déjà débriefé un peu sur la période post-coloniale, de 60 à 72. En conséquence, si je dois prendre des communes, Cotonou, n'en parlons plus parce que Cotonou est en train d'être réhabilité. Et formuler des recommandations au plan patrimonial. Je prends par exemple Kétou. C'est pas dans Cotonou. C'est pas dans Cotonou. Oui. La commune de Kétou. Commençons l'exercice par Cotonou. Cotonou. Oui, Cotonou normalement devait être vu sous plusieurs plans. Je serais plus heureux si Cotonou adoptait un plan d'aménagement touristique fluvial. Qu'est-ce à dire? Vous voyez, partout on est en train de faire les carnivaux aujourd'hui. Si je vais vers Ouénoussou et qu'on sort, ces bas-fonds seraient été peut-être des pays industrialisés. Ces bas-fonds allaient constituer peut-être des champs d'attraction touristique où on allait embellir et développer. J'ai donné un exercice, un mémoire. Mes étudiants ont travaillé à travers un mémoire de licence, la restométrie spatiale dans la ville de Cotonou. Qu'est-ce à dire? L'ensemble des types de restaurants qu'on peut normalement avoir dans une zone touristique. Et ils l'ont fait. D'autres ont travaillé sur la crénothérapie au Bénin pour la diversification de l'offre touristique dans notre pays. Cotonou, par exemple, si je prends comme je vous l'ai dit, partout il y a les bas-fonds et tout, qu'est-ce qu'on peut faire pour transformer ça en attraction touristique? Parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre, vous allez constater qu'avec les bouchons qu'on a,
Cotonou a plus d'espace sur l'eau que sur la TFM. Oui. Et ça aurait été des pays comme Venise et consorts, on allait trouver des solutions déjà. Hollande et autres. Hollande et consorts, vous connaissez bien. Et transformer en route touristique fluviale. Wow. Oui. Je quitte Cotonou, soit avant. Ganvier, n'en parlons plus, parce que le gouvernement s'y y met. Parce que le gouvernement actuellement est en train de reprendre encore tous les 4 produits touristiques phares de notre pays. On ne sait plus la peine encore de revenir là-dessus. Je prends Abomey. Abomey, c'est une ville historique, marquée par le royaume de Dahomey. Mais quel est l'identifiant phare du royaume de Dahomey, de la commune d'Abomey? On n'en a pas. Vous le pensez? L'identifiant, c'est la place Goro. Voilà, on s'identifie à la place. place Oui, mais Goro. la place Goro aujourd'hui, la place telle que la place là aujourd'hui n'est pas un patrimoine touristique. Ben si. Non? Pourquoi le dites-vous? Si vous parlez du patrimoine touristique, nous avons des caractéristiques d'un patrimoine touristique. Dans un patrimoine touristique considéré comme un produit touristique, comme la Tour Eiffel en France, vous savez que la Tour Eiffel en France génère... Les délégations étrangères affluent vers Goro. Ah bon? Vous imaginez? Peut-être pas la taille de la Tour Eiffel, mais... Non, ne me faites pas rire. Vous ne me direz pas que ce n'est pas visité, vous ne me direz pas que Goro n'est pas visité. Non, docteur. La visite, ce n'est pas de cette visite-là qu'il s'agit. Si on parle de la première industrie mondiale, qui est le tourisme, nous parlons en termes de flux financiers. D'accord. Et en conséquence, la Tour Eiffel, par exemple, qu'on est a connu en 2022 ou 2022 plus de 6 à 7 millions de visiteurs sur les 75 millions de visiteurs en France. Oui, parce qu'il y a une politique touristique autour. Et au niveau de la Tour Eiffel, vous allez voir, il y a la notion de restauration. Au premier étage déjà, il y a du jeu. Au premier étage, vous avez des types de restaurants qui a connu d'ailleurs la présence d'Emmanuel, de la visite de Trump à Paris et du couple présidentiel Emmanuel Trump et Macron. Vous avez le transport au niveau de la Tour Eiffel. Les ascenseurs varient de 8 à 18 euros. Vous pouvez faire votre pique-nique au niveau de Tour Eiffel. Et ça va jusqu'à 48 euros pour pique-nique. Vous avez l'hébergement. Ça veut dire que si on parle de patrimoine touristique, il y a des caractéristiques d'un patrimoine touristique qui relèvent de l'hébergement, de la restauration, du transport, et sais-je encore, et de l'animation. Au niveau de Goro, en avez-vous vu? Nous n'avons ni la restauration, nous n'avons ni l'animation, nous n'avons ni l'hébergement, nous n'avons ni le transport. Si je prends, comme je vous l'ai déjà dit, si je prends Kétou, Kétou doit avoir, quoi qu'on dise, une image de destination. Ce qui dérange notre pays, c'est que nous ne sommes pas encore, le tourisme n'est pas inclusif. Nous devons opérer à l'inclusivité du tourisme au niveau de chaque commune. Et chaque commune devrait en principe avoir son image de destination unique. Oui. Pour ne pas qui la caractérise. Pour ne pas créer de la concurrence au niveau des communes, il faut la géolocalisation de chaque identifiant par rapport à chaque commune et créer maintenant une base pyramidale assez large au plan touristique dans notre pays. Parce que jusqu'alors nous parlons, la base pyramidale touristique de notre pays est pointue. Si je prends le département du Zou, je dois avoir une base pyramidale au niveau du département du Zou qui va prendre en compte des différentes communes. Et au sommet du département du Zou,
nous avons le produit phare, mais la diversité de ce produit-là, chaque commune prendra en compte sa part. Je vais à Abomey. Abomey peut être caractérisé par les palais royaux et la route du roi, le maquis du roi Benzin. Je vais à Zobodomé. Zobodomé aujourd'hui est caractérisé par la forêt marécageuse de Lokoli. Oui. Zobodomé a 7 palais royaux, laissés par le roi du Dan-Romain. 7 palais royaux. Le palais, par exemple, du roi Tegbessou va jusqu'au-delà de 45 hectares. Alors que Abomey est patrimonialisé à partir de ces palais royaux aussi sur près de 45 hectares. Mais Zobodomé ne peut pas rivaliser avec Abomey en matière de palais royaux. Zobodomé va chercher peut-être son produit touristique à part. Je prends par exemple la forêt de Lokoli, la forêt marécageuse, qui s'étend sur près de 400 à 500 hectares. Il y a une notion, une culture japonaise qui parle de la sylvothérapie. Il y a plus de 700 millions de visites dans les forêts en France par an. Parce que la sylvothérapie est une culture qui vous permet de se déstresser à partir des forêts. Et là, il faut questionner le professeur Brice Saint-Saint. Oui, allez-y. Et l'écologue qui aime vraiment la biodiversité. Il vous dira, de long en large, les bienfaits de faire une visite touristique dans une forêt. Je vais à Savay. Et on va peut-être s'arrêter là ou bien à Dassa. Pour donner l'occasion aux amis auditeurs de se prononcer quelque peu. Qu'est-ce qui peut caractériser Savay? Nous avons les mamelles de Savay, ainsi de suite. Vous pensez que si la Chine en a eu autant, il allait laisser ces mamelles-là se reposer comme nous le voyons là tous les jours? On allait chercher des plans d'aménagement touristique appropriés et rentabiliser la commune de Savay. L'essentiel pour nous, c'est vrai, c'est d'identifier quel est le type de tourisme dans lequel le Bénin devait en principe émerger. Et là, ça allait nous permettre de savoir réellement là où nous allons et avoir orienté toute notre démarche méthodologique vers là. Oui. Et c'est la belle preuve que vous allez constater au niveau des établissements. Partout où on donne des cours de tourisme, aujourd'hui tout et tout, chacun vient dire ce qu'il pense. Des enfants, des jeunes étudiants qui sortent, licence, master et consorts, à un moment donné... Encore qu'il faille en maîtriser un bon rayon. Et ils ont du mal à vous dire réellement ce qu'ils retiennent dans ce domaine précis. Ça veut dire quoi? S'il y a encore du travail à faire, c'est de prendre exemple sur ce qui est en train d'être fait et de réorienter maintenant. Chaque maire devait en principe chercher à savoir quel est le domaine phare dans lequel il veut émerger. Mais là, c'est une politique gouvernementale qu'il faut mettre en place pour mieux orienter chacun d'eux. Docteur Joël Kofi Kalogou, je rappelle que vous êtes expert et spécialiste en culture, tourisme et développement au Bénin. On va permettre maintenant aux amis auditeurs de se prononcer quelque peu sur votre développement sur cette tribune spéciale consacrée à la célébration du 63e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. Les numéros sont les suivants: 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Pour les amis auditeurs qui voudront bien sûr entrer en direct dans cette tribune, partager peut-être ou non, ou nous rappeler d'autres angles qui nous auraient échappé dans ce riche échange. Et Blaise Saklam signale qu'il y a un tout premier auditeur qui s'est installé. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. À qui? Fouad. Oui. Oui, dites-nous tout. Pour la première question. Depuis qu'on envoie les ministres qui se passent sur le succès, tout notre professeur dit tout à l'heure. C'est le
poser la question que est-ce que ce qui se passe là, vraiment, est-ce qu'ils font leur travail? Parce qu'il y a fait il y a fait de développement là maintenant que dans notre commune, et à la fin, ce que là, maintenant pour dire, c'est les maires qui doivent commencer de faire tout ça dans leur commune. Est-ce que les ministres aussi, ils disent ça, les maires pour dire, ah, ça là, vous devez faire ça dans votre commune, et ça va ramener de l'argent. Parce que maintenant, il y a des marchés là. Bon, on peut faire les statuts là, mais en face des marchés, en face de partout, les gens peuvent voir que ça là, c'est bon, on peut voir tout ça là. Mais actuellement, là où on est, si le ministre vient, chacun vient, il fait son job et il continue. Ce qui n'est pas le talent qui nous montre maintenant que dans un pays, il faut construire le pays avec notre propre développement. On ne peut pas savoir qu'il y a des choses qui se passent. Merci. Ahwasu Renfort-Fouad, merci pour votre contribution. Voilà, l'auditeur fustise quelque peu, je dirais, la politique interne des ministres à la tête des départements culturels. Un autre auditeur suit déjà Ahwasu Renfort-Fouad. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment est-ce que moi je peux vous appeler? Je m'appelle Noutaï Fifadi, j'appelle du Tango. On vous appelle? Noutaï Fifadi. Noutaï Fifadi nous appelle de Dangbo. Tout à fait. Je vous remercie pour l'émission et je remercie aussi l'interlocuteur. L'émission est la bienvenue, mais j'aurais aimé à ce que cela se répète, sinon le temps, particulièrement aujourd'hui là, beaucoup d'entre ceux-là qui doivent les écouter sont préoccupés par des manifestations de préaoût. Si cela peut se répéter, là ils vont écouter et savoir quoi faire. Très bien. Puisqu'il faut dire à ceux-là ce qu'ils doivent faire. C'est nous là, nous on n'est rien, mais on a écouté, on le précise. Il faut que cela tombe dans les oreilles des ayants droit. Je vous remercie. Merci, cher ami Noutaï. Et voilà, Noutaï qui pense que les intéressés, ceux qui devraient vous suivre, se retrouvent tous sur place de l'autre côté. Mais je ne le pense vraiment pas. Il y a forcément des conseillers, il y a forcément des proches à ces autorités au plus haut niveau qui nous suivent et qui pourront leur faire le point après. Et je salue beaucoup de professeurs qui nous a fait un développement vraiment qui ne nous oblige plus à poser des questions. N'est-ce pas? Mais on est obligé de poser des questions. Merci, monsieur le professeur. Oui. Merci pour tout ce que vous faites pour votre pays. Merci. Ma première question, c'est de savoir si il n'est pas temps que nous soyons, par rapport au développement fluvial que vous avez dit tout à l'heure, des bus bateaux, comme ça se fait en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'est pas temps que nous ayons ces bus-là qui va desservir des villes? Ensuite, oui. Et pour le site touristique, est-ce qu'il n'est pas temps que chaque ville, parce que vous avez abordé ça tout à l'heure, que chaque ville développe son site touristique en se basant sur leur culture, sur leur histoire? Si ça peut être fait, ça serait bon. Je crois que ça va amener de l'argent dans chaque ville. Donc c'est ce que j'ai pour le moment. Merci Bernardin Fabi. Voilà, le troisième auditeur qui fait des propositions, qui partage. Docteur Joël Akalogou, j'ai annoncé au départ Docteur Laurent Delors Faton, avec qui nous devrions faire le même exercice au plan politique. Il y était presque, voilà, mais voilà, il a eu un empêchement à la dernière seconde. Ce n'est plus très évident qu'il nous rejoigne. Il a promis nous rejoindre depuis 9h. Ben là, nous sommes à 10h. On va devoir poursuivre avec vous et conclure dans les toutes prochaines minutes. Mais avant, on donne la possibilité aux amis auditeurs de se prononcer encore. Un autre auditeur s'est installé. Bonjour. Bonjour, mon cher journaliste. Comment peut-on vous appeler? Un homme est ouvert. Bonjour, monsieur le professeur.
Bonjour. J'ai le plaisir de vous écouter aujourd'hui. Vraiment, vous avez dit beaucoup de choses. Et nous, qui n'étions pas allés à l'école beaucoup, et nous avons reconnu aujourd'hui la valeur de notre pays. Les gens comme vous doivent exister au Bénin. Ah oui. Et la sagesse ne vous manquera jamais. Amen. Je vous remercie beaucoup. Moi, nos méthodes nouvelles, je vous suivais depuis le début de l'émission. Dans mon boulot. Bonne fête à chacun de nous. Merci. Bonne fête à vous aussi, cher ami Arnaud Mentozouvet. Blaise Sacla, on va prendre encore un tout dernier auditeur. On revient ici sur ce plateau pour conclure cette tribune spéciale consacrée à la célébration du 63e anniversaire de la cession de notre pays à la souveraineté internationale. Eh bien, je vous rappelle rapidement les différents numéros aux amis auditeurs. C'est le 40 11 17 18 ou le 50 52 52 62 13. Docteur Joël Kofi Akalogou, on va poursuivre notre exercice. Vous avez fait vous avez formulé des recommandations à quelques villes, ce que devrait être l'identité de chaque ville. D'abord, vous avez suggéré que chaque ville ait d'abord une identité, une image qui représente cette ville, un peu comme la place Goro pour Abomey, ou vous suggérez autre chose pour Abomey. Non, vous savez... Goro est bien la place Goro est bien représentative de l'image bien sûr, de la ville. Bien sûr. Comme aujourd'hui, le Bénin a su, à partir de ce gouvernement, adopter l'image de destination de notre pays. Et qu'est-ce qui pourra le faire à Cotonou? Non, la place de l'Amazone. Cotonou a déjà un identifiant. Qui est Cotonou abrite déjà l'image de destination du Bénin. La statue de l'Amazone. Normalement, je suggère, parce que je connais bien l'ingéniosité, le charisme et la dynamique du maire actuel, M. Luc Atropo. Oui. Il a beaucoup fait pour la ville de Boycon. On constate aujourd'hui qu'après son départ, on n'en parle plus tellement de Boycon. Et c'est Cotonou. Et certainement qu'il a ce secret en lui, où partout où il passe, on ne fait que parler de lui. Une fois parti, on s'assombre. Ce ne serait pas le cas peut-être pour Cotonou. C'est la lumière relative à chaque être. Oui, justement. Parce qu'il aimait vraiment. Il aimait, il a ce charisme-là. Et ce que je souhaiterais, comme je l'ai déjà dit, Cotonou est en train d'aborder. Cotonou a la chance quand même d'avoir le président Talon comme premier magistrat de ce pays, premier visionnaire de ce pays, accompagné les 76 autres communes. Bien sûr, accompagné de certains ministres, comme le ministre de la Culture et le ministre du cadre de vie. Didier Donato. Ah oui, ça, je lui dis bonjour au passage, je lui dis merci pour tout ce qu'il fait en matière d'aménagement, parce qu'il s'y connaît. Ah oui. Cotonou a la chance déjà de vivre certaines choses, mais sauf que le maire peut encore envisager. Et là, ça relève peut-être de la mairie. Et peut-être certainement après, on aura l'occasion, on ne dira pas tout, parce que le temps qui est imparti dit déjà ça fait. Allez-y, le maire peut à un moment donné, comme je l'ai dit, Cotonou est maintenant en 3 branches. Vous allez voir la ville, le côté touristique de Cotonou, qui prend en compte déjà Rêve-Vive, la zone du port, Grand-Riz et consorts. Ça, c'est la zone touristique déjà actuelle en train d'être aménagée par le gouvernement actuel. La seconde zone, vous allez voir à partir de Zogbo, Kadjeou, qu'on appelle Kourounou. Kourounou aussi qui est en train d'être aménagé parce qu'il y a la délocalisation du marché de Dantokpa qui ira vers une partie restera au niveau de Kourounou, au niveau du stade de l'Amitié. Maintenant, c'est de permettre à la 3e zone, Ladi et consorts. Et ça, il revient au maire de Cotonou
de comprendre quel est le type d'aménagement approprié touristique à adopter pour permettre maintenant à cette zone alors de suivre le mouvement qui est en train d'être fait au niveau de la première zone. Est-ce qu'il fallait quand adopter... Vous évoquez les zones comme l'a dit, c'est des zones hautement marécageuses. Marécageuses. Oui, mais et là, que faire là? Que transformer vraiment, véritablement beaucoup de choses. En pan touristique là? Beaucoup de choses. Vous avez donné l'exemple, par exemple, de la Hollande. Les pays comme... Oui, mais là, c'est toute une science. Vous le savez, pour dompter. Mais c'est la moindre des dompter choses. la mer, pour le dompter tourisme tel que nous le parlons aujourd'hui au Bénin, non. Soit les gens ne veulent pas comprendre, ne veulent pas lire, ne veulent pas prendre des exemples sur d'autres pays. C'est pas parce qu'on passe chercher un diplôme simplement qu'on devient spécialiste. Revenons au cas Ladji. Que recommandez-vous? Là, je dis, c'est une zone où on n'aura que des habitations à l'image de Ganvier. Sur pilotis. Sur pilotis. Bien réaménagé. Bien réaménagé. Et donner encore de la chance aux jeunes de procéder à la pisciculture ou je ne sais quoi. Ah oui. Parce que n'oubliez pas qu'en tourisme, nous avons des différents types de tourisme. Il y a l'agrotourisme. La manière dont on peut élever peut-être le poisson, les crabes, les consorts, on peut les développer dans la zone de l'Adi. Ah oui. Et des gens peuvent venir spécialement pour ça, pour dire, ah mais j'irai voir telle espèce de poisson dans telle zone, et ils ne payent pas voir. On peut développer peut-être des restaurants sur pilotis, à l'image de Ganvier, sur l'Adi. Le tourisme est transversal, comme je l'ai dit, mais le tourisme mérite une démarche méthodologique et culturelle. Quelle est la culture qui caractérise les habitants de l'Adji aujourd'hui? Ils ont une identité culturelle, ils ont une histoire. Et il ne faut pas les balayer. Idem pour Vossa et autres. Hein. Ben, c'est la même zone. Voilà. C'est pas qu'il veut qu'il passe s'asseoir, qu'il passe s'installer dans une mare, dans un fleuve ou bien dans la lac. Ils ont la culture du milieu. Et quel est le type de tourisme qui peut être développé à ce niveau? C'est ça que le maire actuel, M. Luc Atropo, devait normalement en principe chercher à comprendre et investir pour la circonstance. Le président Talon n'a pas attendu le dernier mot de quelqu'un avant de procéder à un aménagement typique au niveau de la route des pêches. Et c'est ce type d'aménagement qu'on en veut. Maintenant, quel est le type d'aménagement atypique approprié pour la zone de l'Adi en prenant en compte le concept d'historicité culturelle de la population de l'Adi? Parce que quoi qu'on dise, c'est pas développer les marchés tout et tout. Les marchés y contribuent. Mais le tourisme apporte un plus. Oui. Et pour revenir maintenant aux intervenants, je les remercie beaucoup pour leur apport. Mais ce que je vais dire, pour résumer en gros, l'Afrique a un mal. Quelques petites secondes. L'Afrique a un mal. Le mal est que depuis 1960 jusqu'à nos jours, nous avons connu dans tous les pays africains, en dehors quelques-uns aujourd'hui qui sont en train de se démarquer, nous avons connu une gouvernance anthropologique. C'est-à-dire une gouvernance qui prend en compte simplement la vision d'un chef. C'est le chef qui vient, le président qui vient au pouvoir, qui détermine la politique culturelle, économique, touristique de son pays. Et voilà tous les pays aujourd'hui en Afrique, parce qu'il n'y a pas de boussole. Chacun vient, il fait. Le ministre qui vient, il a une gouvernance anthropologique, il change ce qu'il veut, il place ce qu'il veut, il ne veut pas écouter, même s'il y a des spécialistes, lui ne veut pas travailler avec ces spécialistes, il fait tout pour fermer les yeux là-dessus, et il fait ce qu'il veut, il part. Il est après tout politique. Oui, mais... Et si au départ vous n'avez pas partagé son idéal, souffrez qu'il ne puisse pas vous faire appel. On dit la science politique. Vous êtes politique,
mais vous devez adopter la politique de la science politique. Et c'est cette science politique qui nous amène à parler de la gestion de la cité. Oui. Et la gestion de la cité relève d'une démarche méthodologique, c'est-à-dire tenir compte de tous les apports, de toutes les critiques, et pour en faire mieux. C'est pas, après moi, le déluge, c'est pas ça le politique. Et en conséquence, pour finir, je vous remercie énormément, et je remercie la radio Cotonou, la voix des Cotonois, nous qui sommes nés à Cotonou. Bon, c'est une fierté pour nous quand même de participer à la fête de l'indépendance liée à la 63e anniversaire de notre pays. Et je m'en vais dire simplement l'appel final que nous départissions un peu de la gouvernance anthropologique. C'est le chef qui connaît tout, c'est le DG qui connaît tout, c'est le ministre qui connaît tout, c'est le professeur qui connaît tout. Il faut qu'on apprenne à écouter un peu d'autres voix de cloche, d'autres sons de cloche, et ensemble, main dans la main, nous allons faire émerger notre pays, parce que c'est déjà une fierté. Si nous passons sur certaines artères, on voit réellement ce qui est en train d'être fait, et le gouvernement actuel est en train de se démarquer progressivement de ce qui se faisait depuis. C'est pas que les autres n'ont rien fait, c'est un fondement. C'est l'état dans lequel le Bénin était en 2016, avant que le président Talon ne prenne le pouvoir. Ce n'était pas le même état qu'on avait en 1960. Ça veut dire que chacun de nous a pu, ou chacun de ceux qui ont pu gouverner dans ce pays, ont contribué, quoi qu'on dise, à quelque chose dans ce pays. L'essentiel est qu'on s'améliore davantage, et main dans la main, dans la fraternité, la solidarité, nous amenons notre pays à un seuil de développement plus acceptable et plus accepté. Je vous remercie. Eh bien, merci, merci au docteur Joël Kofi Akalogo. Je rappelle que vous êtes SPR, spécialiste en culture, tourisme, développement au Bénin, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. On vous aura compris, docteur Joël Kofi Akalogo. Fidèles amis auditeurs, je rappelle que vous suivrez tout à l'heure les manifestations officielles en synchronisation avec la chaîne nationale. Vous suivrez à 10h40. Le dépôt de jab au monument aux dévoués à 11h00, le défilé militaire et paramilitaire. Et bien évidemment, le compte rendu de tout ceci vous sera fait dans nos différentes éditions d'information. Eh bien, merci de nous avoir suivis sur cette tranche spéciale et qui aurait très bonne journée à suivre nos programmes.